5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous Bonjour. Bonjour. et merci de participer à ce webinaire. On vous voit tous dans le chat, donc n'hésitez pas à vous dire bonjour, lever les mains, mettre des pouces bleus, des smileys, ça nous fait plaisir. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui pour participer à notre webinaire. Comment bien préparer son audit de surveillance Calliope. Alors, on est aujourd'hui plusieurs pour, je dirais, vous présenter le webinaire. Sarah, si tu peux juste avancer, s'il Oui. te plaît. En tant qu'animateur, donc moi, William Leperc, responsable commercial chez Access sur la partie formation. Je suis accompagné en tant qu'animatrice de Sarah. Donc, je suis chargée de projet, donc responsable projet pour tout ce qui est le logiciel, formation et également mise en place de Calliope pour nos clients par le biais de nos logiciels et également sans nos logiciels. Et aussi une invitée exceptionnelle aujourd'hui, Anne-Sophie Richard, qui est responsable de formation au sein de l'IFIC. Bonjour. Et qui va donc nous faire un petit cas client sur ce qu'elle a vécu pendant justement son audit de surveillance. Ça tombe bien, c'est plutôt dans le thème du webinaire. Tout à fait. Le webinaire va être enregistré, donc vous aurez accès bien évidemment au replay par le biais de Webikeo. C'est ça. Et en bas à droite, vous pouvez dans le chat directement nous poser des questions. On prendra un petit temps tous ensemble de réponse dessus. Donc n'hésitez pas. Exactement. On va présenter le programme du webinaire, William ? Exactement, donc une petite introduction, voilà un petit peu, on va vous présenter qui nous sommes, quelle est notre légitimité en tant qu'acteur pour de la formation pour répondre à ces différentes problématiques. Petite introduction très rapide sur la révision des grands principes de Calliope, l'agenda justement des échéances. Sarah nous fera un focus sur les clés de la bonne préparation liées à cet audit, à Calliope. On aura notre retour d'expérience justement sur un audit de surveillance. Et puis à la fin, on fera un petit focus, alors assez rapide, parce que ce n'est pas le but du webinaire, mais de vous présenter les solutions qu'on propose justement pour le respect de Calliope, qui est un outil métier à destination des centres de formation. Vous pourrez le retranscrire sur d'autres outils que vous trouverez aussi. L'idée est justement de vous guider sur les bonnes pratiques, que ce soit sur techniquement, intellectuellement, dans la méthodologie, mais aussi sur l'aspect logiciel. Tout à fait. On a un petit sondage à vous proposer pour apprendre à vous connaître. Laetitia va vous mettre à disposition dans le chat un petit questionnaire pour savoir où vous en êtes par rapport à cet audit de surveillance, si vous l'avez déjà passé ou si vous allez bientôt le passer, justement. Donc, on imagine que si vous êtes là, c'est effectivement que vous vous êtes intéressé à ça, mais on aimerait un peu vous connaître. Le sondage donc, est disponible pour réponse. Et je vois qu'il est en cours de réponse. Donc, dans l'outil Webikeo, vous avez un petit bouton sondage depuis lequel vous pouvez répondre effectivement et nous donner vos retours. Donc, est-ce que vous avez déjà passé l'audit de surveillance? Est-ce que vous allez le passer dans moins de 6 mois? Est-ce que vous allez le passer dans plus de 6 mois, etc. Aussi un petit bonjour pour les arrivants de dernière minute. On a des bonjours de la Bretagne, on a des bonjours de la Réunion, de Vannes, a priori. Alors, on va pas tarder à clôturer le sondage. Ah, et de PACA aussi. J'aime beaucoup ce bonjour-là, moi. Et de la Haute-Savoie, c'est important, la Haute-Savoie. On voyage. Le sondage a été... Un peu chauvine, j'aime bien ce bonjour-là aussi. Le sondage a été clôturé. Donc, on a aujourd'hui 3% qui ont effectué leur audit de surveillance. On a 40% qui est planifié dans les 6 prochains mois et 20% qui seront dans quelques mois. Et non, il n'a pas encore été planifié pour près de 36% des participants. Donc, on voit là un petit peu, prenez bien des notes sur les différentes astuces que va nous donner Sarah aujourd'hui. On va essayer de vous donner toutes les pistes pour vous aider dans cette démarche-là. William va vous présenter Access.
Exactement. Donc là, voilà, très rapidement, nous, donc on est Access Group, on est un groupe d'environ 260 collaborateurs, on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 3 gros métiers, le cloud computing, hébergement, le cloud souverain. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est quand même notre partie éditeur de logiciels. On travaille depuis à peu près 15 ans dans le milieu d'accompagnement, en tout cas des centres de formation, sur des outils métiers. On ne cesse d'évoluer avec la création de nouveaux produits, hein, un nouveau-né e-parcours qui est arrivé depuis maintenant 2 ans. On équipe aujourd'hui à peu près 300 centres de formation de toute taille, du formateur indépendant qui a 1, 2, 3 salariés, qui est tout seul, jusqu'à des centres de formation de plus grande taille. On va pouvoir évoquer certains noms, des AFNOR, etc., des fédérations sportives, l'INSEP dans le sport, le hand, la gym, le rugby, voilà, l'UNA, c'est aussi des formes à venir, et des universités, ESA, Grenoble INP, sur ce genre de choses. Donc, on répond vraiment aujourd'hui sur l'ensemble des specs de la formation. Calliope en quelques chiffres, William? Ouais, en quelques chiffres. Merci pour la transition. On a aujourd'hui environ 40 000 centres de formation qui sont calliopisés sur un total de plus de 120 000 centres de formation qui sont aujourd'hui déclarés. Hein, donc on remarque que c'était un grand pas en quelques années pour vous. Mais on va revenir un petit peu justement sur la genèse, comment ça s'est fait. Donc, il y a des centres de formation de toute taille, en tout cas, hein, qui sont déclarés là récemment. Alors, en quelques chiffres, même si certains d'entre vous connaissent déjà certainement tout ça, donc on va aller rapidement. Depuis la loi Avenir professionnel de Muriel Pénicaud de 2018, il y a eu donc Calliope qui s'est mis en place difficilement, surtout dans un contexte Covid compliqué. Donc ça a pris du temps à la finalisation de la mise en place, à tel point qu'il a fallu attendre le 1er janvier 2022 pour que les OPAC, les organismes prestataires d'action de compétences, aient besoin d'être certifiés pour obtenir des financements publics et mutualisés. La plupart ont commencé donc dès le 1er avril 2020 à se certifier, et c'est pour ça que dès à présent, il y a déjà des audits de surveillance. Alors, certains centres de formation sont encore en train de faire leur audit initial, que certains centres de formation sont en train de faire leur audit de surveillance ou sont en train de s'y préparer activement. Donc, cet audit de surveillance a lieu entre 14 et 22 mois après la certification en général, sauf pour ceux qui étaient certifiés d'avant 2021. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment d'actualité actuellement. Et on est en train de préparer, bien sûr, aussi après cette étape-là, on préparera l'audit de renouvellement qui a lieu 3 ans après l'audit initial. Voilà pour ce petit rappel de date. Voilà. Alors, qu'est-ce que du coup un petit peu l'audit de surveillance? Donc en fait, voilà, c'est ça. Merci pour la relance. Donc l'idée là, c'est de l'audit de surveillance, c'est de vérifier qu'il n'y a pas eu de glissement entre le référentiel et l'audit initial, et l'audit de surveillance au niveau du référentiel Calliope, et que celui-ci est toujours respecté. Que le périmètre est toujours le même, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis en place, par exemple, du bilan de compétences ou de la VA alors que vous aviez passé le Calliope au départ sur la formation continue, et que si vous avez mis en place des changements, ceux-ci n'ont pas d'impact sur la qualité de la prestation. Donc, en principe, il se réalise à distance puisque, en principe, l'audit initial a été réalisé donc en présentiel, sauf dans certains cas. Comme on le disait tout à l'heure, Covid a mis un petit peu en difficulté la mise en place de Calliope, et donc beaucoup d'audits initiaux ont été faits en distanciel, et donc forcément l'audit de surveillance va être, dans ce cas-là, fait en présentiel. Il peut aussi se passer qu'il y ait une analyse de risque qui est faite par le certificateur et qui fait que le certificateur va dire même si l'audit initial était fait en présentiel, on va quand même faire l'audit de surveillance en présentiel aussi. Ça peut arriver. Et puis, si vous êtes en multisite, il peut se passer également que si vous aviez, par exemple, on va dire une dizaine de sites, à l'audit initial, on en a vu 2 ou 3. J'ai l'histoire de la racine carrée que vous connaissez certainement si vous êtes en multisite. Et donc, à ce moment-là, on va en auditer un autre en présentiel également. Et ensuite, il y a la question de la durée de cet audit-là, qui va être plus court que l'audit initial et qui va donc dépendre, en fait, finalement, donc, de votre chiffre d'affaires, de la durée de base et effectivement du nombre de catégories de formation que vous avez. Donc, si vous êtes en action de formation avec un centre de formation de moins de 750 000 euros, votre audit sera de 0,5 jours. Si par contre vous êtes un centre de formation de plus de 750 000 et que vous faites par exemple juste de la formation continue, juste entre guillemets, vous aurez à ce moment-là un audit d'1 jour et demi.
Donc ça a été vu par l'arrêté du 6 juin 2019. Vous pouvez le retrouver, ce tableau-là d'ailleurs, hein, et les durées dans cet arrêté-là. Et bien évidemment, dans le contrat que vous avez avec le certificateur, puisque vous avez un contrat qui prend et l'audit initial et l'audit de surveillance. Donc vous aurez de toute manière toutes les informations dans votre contrat. Et on va passer maintenant, après ces petits rappels, hein, aux bonnes pratiques. Donc justement pour voir ce que nous on vous préconise, en tout cas notre méthode qu'on vous préconise pour justement vous préparer à ces audits de surveillance. Alors on vous conseille d'utiliser en fait une méthode d'amélioration continue qui est connue et que vous avez certainement vue dans d'autres formations ou d'autres utilisations, hein, que ce soit du marketing ou du management, etc., qui est une idée d'amélioration continue, qui est la méthode de la route Deming, ou le PDCA, voilà, qui consiste à enchaîner de manière itérative 4 phases, qui sont donc la planification, le plan, qui consiste à prévoir, en fait, vous organiser, planifier, ensuite enchaîner avec le do, donc le faire, réaliser donc vos process tels que prévus, vérifier qu'il n'y a pas d'écart, donc c'est le check, pour être en capacité de vérifier s'il n'y a pas, donc comme je le disais, d'écart, et la notion de act, qui est donc la notion d'action et donc l'amélioration en tant que telle. Et on recommence. Ce que je vais vous proposer, c'est de voir maintenant comment ça va s'appliquer pour le centre de formation et par le biais aussi des logiciels, bien sûr, puisque c'est aussi l'intérêt de se faire aider par ces logiciels-là. Au niveau du plan, donc l'idée c'est de vous organiser, de prévoir comment vous voulez appliquer vos actions en fonction des différents indicateurs, de créer des trames et des modèles, par exemple d'avoir une trame de programme de formation qui contient déjà toutes les informations, tous les blocs prévus par Calliope, de prévoir des modèles par exemple de convocation qui contiennent déjà tous les éléments dont on a besoin et qui sont attendus par l'indicateur 9, etc., etc. Donc d'avoir vraiment de bien préparer et de bien communiquer aux équipes pour que tout le monde soit au courant des tâches qu'ils doivent faire. Ensuite, vous allez avoir l'importance d'intégrer Calliope dans votre activité. Donc là, on va être dans le do, ça va être de réaliser tel que c'est prévu. Pensez également à actualiser vos tableaux de veille et vos tableaux de réclamation au fur et à mesure, parce que c'est toujours très compliqué de retrouver les mails qui sont dans la boîte mail de telle personne ou de telle personne, etc. Si ça n'a pas été fait au fur et à mesure, c'est beaucoup plus stressant au moment de la préparation de l'audit de surveillance. Autre chose, vérifiez aussi les pratiques au regard toujours de notre audit et de Calliope, alors que ça soit par le biais de tableaux de suivi que vous allez vous alimenter ou que ce soit par le biais de votre logiciel qui vous permettent d'avoir des tableaux récapitulatifs que vous pouvez utiliser avant, par exemple, les sessions. Je vérifie que tout le monde a bien reçu sa convocation ou que tout le monde a bien reçu son questionnaire, mais également à l'issue de la formation, je vérifie les retours que j'ai eus, je vérifie que je n'ai pas eu de réclamation, je vérifie que les gens sont contents, etc. Pourquoi? Parce qu'à partir des réclamations, à partir des retours qui sont faits, que ce soit par les stagiaires, les formateurs, etc., je vais pouvoir justement agir, m'améliorer, améliorer les pratiques de mon centre de formation. Mais bien évidemment, je vais devoir le tracer. Hein, comme d'habitude, on a bien cette notion-là dans Calliope. Alors, autre petite chose que je voulais vous rappeler, c'est que c'est l'auditeur qui va échantillonner. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il c'est important de bien vérifier que vos pratiques de manière générale sont correctes, puisque comme c'est l'auditeur qui échantillonne, vous n'allez pas pouvoir lui montrer la belle formation que vous avez bien préparée, alors que les autres ont pas mal de coquilles. L'idée, c'est vraiment que l'ensemble de vos dossiers soit le plus propre possible. Et si éventuellement, parce que ça peut arriver pour tel dossier, il y a eu un problème, la convocation n'est pas partie, il y a eu tel souci, etc., notez-le et expliquez bien quelles sont les améliorations que vous avez faites à l'issue de cette constatation qu'il y a eu un problème. Calliope ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait tout le temps, c'est pas l'idée. Par contre, l'idée, c'est que pour tel problème, telle réclamation qu'il y a eu, on mette en place un dispositif, on s'assure que ça se passera bien la fois prochaine. D'accord. Donc, grosso modo, imaginons que j'ai prévu quelque chose, je l'ai mal fait, je l'ai vérifié, j'ai vérifié en effet qu'il y a une anomalie sur ce que j'avais prévu. Je dirais que ma preuve d'audit, en tout cas auprès de l'auditeur, mon justificatif, c'est de dire, bah oui, j'ai agi, je l'ai vu, et donc je mets un plan d'action pour le corriger. Exactement. Et ça suffit ou, grosso modo, je suis pas obligé d'être parfait. On n'est pas obligé d'être parfait. Par contre, montrer que si je rencontre une difficulté, comme tu le disais, bah, je vais réagir et je vais faire en sorte que ça ne se produise le moins possible ou plus du tout, idéalement. D'accord.
Il y a une vigilance aussi toute particulière pour ceux qui étaient nouveaux entrants au monde de l'audit initial ou qui bénéficiaient d'un audit initial allégé. Alors, les nouveaux entrants sont les personnes qui ont créé leur centre de formation et qui ont passé Calliope juste dans la foulée. Donc, par exemple, évidemment, les statistiques ne pouvaient pas être sorties puisque vous n'aviez pas encore d'activité. Les centres de formation, eux, qui avaient une certification déjà initialement, donc par exemple une certification ISO 9001 au PQF NF 214, non j'arrive plus à le dire. Vous avez eu des allègements, c'est-à-dire que certains indicateurs qui étaient couverts en fait par la norme que vous aviez déjà initialement ne passaient pas. Sophie nous en parlera tout à l'heure. Et donc effectivement, pendant l'audit de surveillance, vous allez être audité particulièrement sur ces indicateurs-là, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas été vus au moment de l'audit initial. Donc soyez bien vigilants sur ces indicateurs-là. Petite astuce également qu'on vous conseille d'avoir, c'est de vous préparer avant cet audit de surveillance pour savoir où sont rangées les preuves que vous avez pour chaque indicateur. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est dans le stress, on n'a pas l'habitude de se faire auditer tous les jours, et donc on peut être un peu, des fois, en mode un petit peu de panique. Et donc, le plus propre et le plus pratique, c'est de savoir exactement où est rangé quoi et qui va le montrer pour que chacun soit bien responsabilisé et vérifie bien que tout est conforme, en tout cas à ce qu'on veut montrer, et donc de savoir que voilà, pour l'indicateur 1, je vais montrer le site web, regardez le lien sous la main, comme ça on sait se retrouver, pour savoir que je vais montrer le programme, le règlement intérieur, le livret d'accueil, tout ce que j'ai envie de montrer qui soit disponible facilement. Je sais qu'il y a le catalogue papier, je m'en garde un sous la main pour pouvoir le montrer également, etc. Comme ça on est serein le jour J. Je sais que pour l'analyse des besoins, j'ai ma CRM, donc l'outil dans lequel je vais stocker les éléments. Je sais que dans les devis, je mets des informations aussi, donc je prépare en fait et je me rappelle bien où et quoi. Est-ce que ça a un impact auprès de l'auditeur de montrer ce genre de choses, en tout cas le travail réalisé ou... Pas forcément, parce que c'est pas ce qui intéresse l'auditeur. L'auditeur va chercher la preuve et peut-être même que lui va vous pousser à aller encore plus loin que ce à quoi vous aviez pensé. Donc c'est surtout pour vous et pour être vous serein en fait. Après, si vous le montrez, il va pas râler évidemment, mais c'est surtout pour vous, pour votre organisation. On vous conseille également de faire un audit interne ou / audit blanc, aussi William. Oui, je reviens juste sur une question du coup qui est-il possible de repréciser quels sont les nouveaux entrants ? Ah oui, alors ce que je disais, c'est les nouveaux entrants, alors je reviens d'un cran. Les nouveaux entrants, ce sont les centres de formation qui se sont créés très tôt et qui ont passé leur audit juste après. Donc par exemple, je passe mon audit Calliope le 1er mars 2021. J'ai créé mon centre de formation le 1er janvier 2021. Je viens d'avoir mon numéro de déclaration d'activité. Je suis considérée comme nouvel entrant puisqu'en fait, je vais avoir très peu d'historique en fait. Je viens à peine de me créer. J'ai créé 3 sessions ou même pas encore de sessions. C'est le cas de certains que j'ai audités où en fait, ils étaient un centre de formation où les prestations n'avaient pas encore commencé. Donc bien sûr, montrer les statistiques sur leur site web, c'était pas possible. Par contre, à l'audit de surveillance, là, pour le coup, j'ai vérifié que les statistiques étaient bien publiées. Voilà. Les nouveaux entrants doivent aussi avoir Calliope s'ils veulent que leur formation soit financée par les OPCO ou par le Pôle emploi, etc. Donc, c'est important d'être certifié Calliope, même si on vient de se créer. Donc, c'est ça qu'on appelle un nouvel entrant. Donc, pardon, j'étais en train de vous parler donc, de l'audit interne, audit blanc. Alors ça, c'est en aucun cas une obligation, c'est pas un indicateur Calliope. Par contre, on vous le conseille parce que ça vous permet, alors qu'il soit en interne, c'est-à-dire que vous décidiez que quelqu'un de l'équipe ou plusieurs personnes de l'équipe soient des auditeurs internes, soit que vous choisissiez de l'externaliser, c'est intéressant puisque ça permet de vérifier ces indicateurs par des personnes qui n'ont pas réalisé l'action et qui ont donc un regard extérieur. Donc, par exemple, une personne qui s'occupe du marketing va regarder ce que font les personnes qui s'occupent des convocations et inversement, pour avoir justement ce regard extérieur et avoir une lecture un peu moins passionnée, si je puis dire, à ce niveau-là. Et donc, ça permet d'éviter les coquilles parce qu'on est à fond dedans, on a une activité chargée, riche, et du coup, on ne voit pas forcément, donc ça permet d'avoir une prise de recul. Et ça permet aussi de se préparer à l'audit parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas des audits tous les jours. Ce n'est pas une posture à laquelle on est habitué. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de dédramatiser un peu les choses et de le vivre avec un peu plus de sérénité. Voilà. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Anne-Sophie. Alors, j'ai quelques petites questions, Anne-Sophie, pour toi, pour savoir comment ça s'est passé, cet audit. Peut-être tu veux te présenter avant qu'on se lance. Oui, donc ça peut être pas mal pour situer un peu le contexte. Donc, je gère un organisme de formation qui est
qui n'est pas très grand. Je suis toute seule aujourd'hui pour la gestion de l'OF. On a une centaine de thèmes par an et on a entre 1800 et 2000 participants par année. Donc, ça fait beaucoup de volume, peu de temps. Et Calliope, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps dans la gestion. Même si l'audit de surveillance dure qu'une demi-journée, la préparation prend bien plusieurs mois. Alors, tu t'es préparée comment, justement? Alors, je suis repartie des travaux que j'avais fait pour l'audit initial. Donc, le beau tableau Excel que tu as présenté, effectivement, c'était mon outil de départ. Je suis repartie de là. Qu'est-ce que j'avais présenté il y a 2 ans? J'ai été auditée donc en octobre 2020 pour mon audit initial. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais présenté? Comment j'avais travaillé? Parce que finalement, depuis l'audit initial, je ne me suis pas replongée dans Calliope, ce qui a été une erreur finalement. J'ai bien noté le petit cercle des bonnes pratiques et d'amélioration continue. Donc voilà, mon point de départ, ça a été les travaux que j'ai faits, le tableau que tu as présenté tout à l'heure. J'avais un audit allégé aussi puisque j'avais la qualification au PQF. Donc j'avais tous les indicateurs concernant les animateurs qui n'avaient pas été audités et qui représentent quand même un volume important et qui pour moi était vraiment la source d'angoisse principale, on va dire. Tu avais géré l'angoisse avant, finalement. Tu avais tout préparé avant pour être bien jugé, quoi. Oui, c'est ça. Et évidemment, préparer l'audit Calliope, j'avais absolument pas le temps à consacrer à ça. Et donc, j'ai demandé, justement, je t'ai demandé d'intervenir pour me donner un avis extérieur sur mes pratiques, sur mes process, sur mes documents, pour prendre du recul et préparer quelque part l'audit en un temps record. C'est vrai que tu t'es préparé rapidement, hein, pour le coup. Oui. Mais est-ce que parce que tu avais quand même modifié tes habitudes de travail en amont? Là, dès le départ. On a fait la photo à un tenté, mais par contre, tu avais modifié tes habitudes de travail avant. Dès le départ. Dès que j'ai mis en place l'audit initial, finalement, j'ai adapté mes pratiques pour que ça corresponde aux attentes. Donc, typiquement, dans toute la préparation, j'ai revu aucun de mes dossiers parce que je savais que les dossiers en eux-mêmes, ils étaient d'équerre, il n'y avait pas de souci. Même si j'ai noté des choses à améliorer par rapport à ce que tu as présenté tout à l'heure, mais voilà, ça j'ai pas eu besoin de revenir dessus. Et comment ça s'est passé le jour J, ou en tout cas la relation avec l'auditeur, l'organisation de l'audit, etc. Alors, au niveau de l'organisation de l'audit, j'ai reçu le plan d'audit suite à un problème de mail quelques jours avant le jour J, on va dire, donc sans surprise. Hein, tous les indicateurs qui étaient audités étaient présents sur l'audit initial. Donc là-dessus, on y a été. Je savais que c'était très court. J'ai eu une demi-journée d'audit pour la surveillance, donc très peu de temps par indicateur. Je me souviens de l'auditeur qui me disait qu'on a 7 minutes par indicateur, donc ça va aller très vite. Demi-journée, c'est court, hein, c'est sûr. Donc, on a un peu l'impression de se préparer à un marathon quand même. Hein. On se dit, on va pas pouvoir respirer. Donc, j'avais mis des liens hypertextes dans mon tableau Excel pour retrouver les documents hyper rapidement. Après, l'auditeur m'a bien présenté l'audit comme comme un audit d'évaluation des pratiques. Qu'est-ce que j'avais mis en place? Qu'est-ce qui vérifiait que tout était cohérent et par rapport à l'audit initial, et que j'étais vraiment dans une situation d'amélioration continue. Donc, c'était, voilà. Là-dessus, c'était pas pour me sanctionner, pour vérifier la coquille qui allait pas. Et d'ailleurs, le premier document que je lui sors, le logo Calliope, était pas le bon. Oh, on en reparlera de ça. Donc, voilà, c'est la première chose. Je dis oui, mais j'avais vu et j'ai corrigé tous mes documents, mais comme c'est un vieux document, ben voilà. Et donc, ça fait montrer la correction. Donc, j'avais fait la correction, ce qui était un bon point puisque c'est dans l'amélioration continue. Et c'est vraiment ça qu'ils cherchent à auditer, ou en tout cas l'auditeur que moi j'ai eu, c'était voilà, comment on travaille sur l'amélioration constante et garder à l'esprit qu'on peut toujours mieux faire et faire ces modifications. En fait. Tu étais en présentiel ou en distanciel avec ton auditeur? Non, j'étais en distanciel.
Il avait utilisé un outil Zoom, Teams? Alors, on était en distanciel. Il m'avait proposé si je voulais utiliser un de mes outils à moi. Et finalement, on a utilisé Zoom, son Zoom professionnel, on va dire. Donc, ça rend pas les choses faciles, la distanciel. Il faut que tout soit numérique. Et je trouve que c'est encore plus intense, finalement. Tu lui montrais par partage d'écran? Tu faisais par partage d'écran, oui. Parce qu'on a eu cette question justement dans les questions du chat. Oui, c'est les partages d'écran en permanence. Donc, il a vu que j'avais mon tableau Excel aussi qui était partagé. Et c'est vrai que c'est pratique parce en cliquant sur le lien, ça ouvre tout de suite le document, la preuve, et c'est hyper rassurant le jour J parce que j'avais qu'une hantise, c'est passer une demi-heure à chercher un document et pas le retrouver parce que justement, celui-là n'est pas au bon endroit. Oui, ça c'est le stress. J'en profite juste, on a une question de Molinagi. Qui fait la démarche de planifier l'audit de surveillance, l'OF ou le centre? C'est les deux en fait. C'est l'OF qui doit faire la démarche de demander la planification de l'audit de surveillance. Et généralement, le certificateur m'avait envoyé un mail un peu avant en me disant qu'il faudra penser à prévoir l'audit de surveillance. Mais c'est bien de les contacter quand même, effectivement. Si vous ne voyez pas arriver de mail de leur part, n'hésitez pas à les contacter, en fait. Et surtout pour que l'audit tombe à un moment où nous, ça nous arrange. Il y a ça aussi. J'en profite parce que j'ai une autre question du coup qui correspond un petit peu à ce que tu as dit, Anne-Sophie. L'auditeur, c'est Émilie V. Donc, les auditeurs sont-ils plus orientés sur l'aspect conformité, administratif, preuve, ou sur la qualité de la formation dispensée, ou sur le suivi des apprenants? Sur la conformité. Sur la conformité, hein, on est vraiment dans un audit. On est vraiment dans un audit de conformité, d'organisation, et comment justement on fait en sorte que la qualité finale soit dans la formation. Non, c'est ça. Donc c'est la qualité qui nous apporte du coup une satisfaction. C'est un petit peu l'idée même de la réglementation. L'audit est court, de toute manière. Hein. Pardon, Anne-Sophie, vas-y. Oui, c'était très, très court, c'est sûr. Et puis, moi, mes thématiques de formation, donc je suis un centre de formation continue, on est spécialisé sur toutes les formations liées à l'expertise comptable et au commissaire aux comptes, donc à l'audit des comptes. Donc, la TVA intrincom, voilà. Peu d'auditeurs sont capables d'aller comprendre les contenus des formations. Je ne comprends déjà pas tous. Ok. Merci. Tu te prépares déjà pour l'audit de renouvellement? Oui. Ça, c'est quelque chose... là, l'audit initial était d'une demi-journée. Mon audit de renouvellement donc, aura lieu dans 1 an et demi maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Il est prévu sur 1 journée et demie. Et clairement, je commence déjà à revoir tous mes process, à remettre tout à plat pour ne pas avoir à revenir sur tous les dossiers que j'aurais traités depuis maintenant. Parce que là, pour mon audit initial, il m'avait prévenu qu'il remonterait jusqu'au début de l'année. Voilà, il m'a dit que ce qui avait été fait avant, on pouvait avoir mis en place énormément de choses correctives. Donc, on partait sur les derniers dossiers qui avaient eu lieu pour que ce soit le plus... que ça corresponde le mieux à la réalité de l'activité d'aujourd'hui. Mais oui, je me prépare déjà à l'audit de renouvellement et je revois tous les indicateurs un par un, je remets en place tous les process, je sécurise aussi beaucoup avec les outils que propose Agathe, avec les workflows et avec la CRM. Et mon objectif est de passer le moins de temps possible sur cet audit de renouvellement. Juste une petite traduction pour les CRM et workflow, qui peuvent être des gros mots pour tout le monde. L'idée d'un CRM, parce que c'est une question qui avait été posée, est un outil de gestion relation client qui va permettre de suivre donc la continuité des apprenants, tous les échanges avec eux, et aussi donc de vous formaliser sur Calliope quand on est sur des CRM spécialisés formation. Et le workflow, c'est l'automatisation des tâches. Je valide un inscrit, je le mets donc à l'état validé. Alors, automatiquement, l'outil lui envoie une convocation, fait un rappel de formation, envoie automatiquement les questionnaires, fait les relances. C'est ce genre de choses qu'on évoque. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ton retour. Ouais, merci beaucoup. Tu veux rester avec nous pour la partie questions? On te garde. Et puis, s'il y a des questions tout à l'heure, avec plaisir. On posera de réintervenir. Super, merci beaucoup, en tout cas.
Alors, effectivement, donc Anne-Sophie en parlait, donc je voulais vraiment refaire un point de vigilance sur l'usage de la marque, puisque les auditeurs vont être très, très vigilants là-dessus. Comment vous utilisez le logo Calliope? Alors là, on vous a mis un exemple avec marqué en dessous « Action de formation ». Il est très important que vous indiquiez les catégories de formation concernées. Et ça, il faut faire attention, c'est à vous de créer le logo en fonction de votre catégorie. Alors, sur Internet, vous allez retrouver facilement celui avec Action de formation, parce que c'est le plus basique, qu'on retrouve le plus facilement. Par contre, effectivement, si vous faites action de formation, bilan de compétences et apprentissage, par exemple, vous ne le trouverez pas. En tout cas, moi, j'ai eu du mal. Donc, à ce moment-là, vous le faites vous-même. Paint, peu importe, il n'y a pas besoin d'être un infographiste pour rajouter ça dans un outil de dessin classique. Et donc, vous devez systématiquement préciser la catégorie de formation. Très important. Autre chose importante, vous pouvez l'utiliser sur les documents imprimés, donc le catalogue papier, sur votre site web, sur des documents de présentation divers. Par contre, attention de ne pas le mettre sur une formation seule, puisque effectivement, la formation en elle-même n'est pas Calliope. On a parlé tout à l'heure d'échantillonnage. L'auditeur n'aura pas vu toutes vos formations, donc il ne peut pas être garant en fait de la qualité de toutes les formations. C'est votre centre de formation qui est Calliope. Donc effectivement, on va le mettre sur une page principale, par exemple du site web, une petite actualité, une information générale ou en pied de page de votre site web ou de votre catalogue. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui doit apparaître sur une publicité toute seule, sur une plaquette, une fiche formation toute seule. Voilà. C'est une non-conformité majeure. Donc, ça a une grosse incidence quand même. Mais le fait de montrer qu'on a modifié et qu'on a mis à jour, c'est aussi une preuve qu'on fait de l'audit réglementaire. C'est vrai, la veille réglementaire, c'est un impact. Oui, tout à fait. Donc, on peut typiquement, j'étais pas conforme, maintenant je le suis, j'ai une veille réglementaire et ça remplit un indicateur qui est compliqué à suivre aussi. Ouais, justement, on avait une question de Delphine D. Peut-on approfondir ce qui est vérifié sur les critères autour de la veille? Typiquement, il va regarder comment on fait la veille, où est-ce qu'on a trouvé des informations et qu'est-ce qu'on a mis en place pour corriger les erreurs qu'on avait faites. D'accord. Typiquement, juste suivre ce webinaire ne suffit pas. Hein, on est d'accord que vous allez avoir appris des choses, on espère, et du coup, vous allez modifier vos pratiques. Vous allez le suivre dans un tableau, par exemple. Quand je parle de tableau de veille, c'est un peu cette idée-là. C'est j'ai suivi tel webinaire, j'ai appris telle chose, j'ai mis en pratique ou je prévois de mettre en pratique à telle date. Je vérifie que ma mise en pratique, par exemple, est conforme et satisfaisante pour pouvoir justement vérifier et reboucler, quitte à réaméliorer si on se rend compte que ce n'est pas encore parfait. Et est-ce que c'est possible d'avoir quand même une non-conformité? Après ce webinaire, on espère que non, mais c'est quand même possible. Donc, dans ces cas-là, c'est les mêmes règles que l'audit initial, hein, pas de changement. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des non-conformités mineures, vous pouvez avoir des non-conformités majeures. La certification ne va pas disparaître comme en l'état. Par contre, vous devrez quand même, pour une non-conformité mineure, mettre en œuvre du coup un plan d'action, ce qui devra être réalisé sous les 6 mois. Et bien sûr, au prochain audit, ça devra obligatoirement avoir été corrigé. Non-conformité majeure, c'est plus court. Hein. On a 3 mois pour faire l'action corrective. C'est pas juste un plan d'action, il faut vraiment avoir corrigé dans les 3 mois. Si vraiment l'auditeur analyse des gros risques, il va pouvoir proposer et demander un audit complémentaire. Et donc, en l'absence de correction dans ces délais-là, évidemment, on peut à ce moment-là, par le certificateur, être suspendu ou ne plus avoir du tout la certification Calliope, auquel cas il faudra bien retirer le logo de tous les documents. On espère que non, hein, quand même. Normalement, avec toute cette préparation que vous faites, il ne devrait pas y avoir de problème. On vous propose toutes les questions, on les a bien notées, puis on les reprendra en fin de webinaire. On vous propose donc un nouveau sondage pour justement savoir comment vous vous organisez pour préparer cet audit. Est-ce que vous avez, quand on parle de solution, c'est une solution informatique pour vous aider. Donc, vous avez un sondage qui est mis à disposition. Et qui va vous demander si vous avez un logiciel spécifique qui a été fait juste pour vous. Si vous avez un logiciel standard, on parlait d'Agathe tout à l'heure, mais ça peut être d'autres logiciels hein, qui sont commercialisés par nos confrères ou par nous-mêmes, ou si vous utilisez la suite Office, puisqu'effectivement, c'est encore pour beaucoup de centres de formation un outil classique. Hein, on retrouve encore beaucoup. J'en profite, Sarah, une question qui te tient à cœur. Le logo Calliope, est-ce qu'on doit le mettre dans son adresse mail, dans ses mails? Alors, je le vois souvent, et je le vois souvent mal fait, c'est-à-dire justement avec juste marqué Calliope.
Donc moi, j'ai pas rencontré de difficultés par rapport à la signature mail. En tout cas, j'ai pas de consigne me disant qu'il faut pas le faire. Ok. Dans la charte de l'utilisation de Calliope, ça ne marque pas qu'on ne peut pas l'utiliser. Ok, merci. Alors, nos sondés. J'ai l'impression que ça bouge plus trop, donc on doit avoir atteint, je pense, un mail résultat. partagé. On l'avait pas fait ça Non. tout à l'heure. Donc effectivement, donc on remarque qu'on a 7% des personnes qui ont un outil donc développé spécifiquement pour eux, 26% qui utilisent des logiciels dédiés à la gestion des centres de formation. Donc là, on parle du coup d'outils, c'est un petit peu les 2-3 exemples que je vous donne après, des outils voilà, qui sont cadrés et qui vous cadrent logiquement sur un respect de la norme. Et puis beaucoup de suite Office, sachant que dans la majeure partie des cas, la suite Office est aussi un outil complémentaire au reste. Hein. Attention, c'est quelque chose de capital. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu de nos solutions, William. Oui, exactement. Alors, je vais aller un petit peu plus rapidement que prévu parce qu'on a pris un peu de temps. Il y a beaucoup de questions. Je pense que ce sera un petit peu plus intéressant pour vous. Donc là, on est, je dirais, un petit peu sur la minute de réclame pour les plus anciens ou de pub. Oh. C'est comme vous voulez. Mais voilà, l'idée, c'est très rapidement de vous dire qu'il y a des outils qui existent qui vous permettent de vous accompagner dans la bonne gestion, dans la veille, dans le check en tout cas, du respect de Calliope. Un outil destiné à un centre de formation, il doit réaliser ce qu'on appelle le BABA. Un catalogue de formation, il doit le gérer, de l'inter, de l'intra, avoir les objectifs, le contenu, tout doit être renseigné dedans. Il doit vous permettre de gérer l'administratif des stagiaires à 100%, de l'envoi d'un mail de remerciement jusqu'à la convocation, attestation, l'envoi des questionnaires. Tout ça, ça doit être présent dans un outil à destination des centres de formation. La planification aussi. On vous demande de plus en plus de choses, hein, le respect de Calliope, etc. Bah là aussi, on doit pouvoir planifier, gérer les formateurs. Et après, 3 grands thèmes, gagner du temps, hein, communiquer automatiquement par mail, par courrier. L'outil doit pouvoir le faire pour vous. Éditer votre fameux bilan pédagogique et financier. Bien sûr, quand on parle d'indicateurs, c'est les suivre. L'outil aussi doit être aidant dans ce sens-là. Et on va jusqu'à fournir, je dirais, des espaces apprenants, entreprises, là aussi, pour fluidifier un petit peu l'échange avec les parties prenantes au sein de votre centre de formation. Donc là, on va juste prendre 2-3 exemples, je dirais, sur des indicateurs précis pour que vous puissiez vous rendre compte réellement. Alors, on le fait, mais vous pouvez le retranscrire, je le répète, à d'autres éditeurs qui font aussi la même chose. D'accord ? Mais je prêcherai toujours pour ma paroisse, je vous rassure. Donc là, c'est de mettre en évidence 3 indicateurs. Le 1, c'est comment communiquer sur son offre de formation, comment proposer des formations adaptées aux besoins et accompagner et suivre les élèves. Et bien là, dans l'outil, on a un outil de création de catalogue de formation avec différents onglets qui respectent la réglementation, qui vont évoluer en fonction de celle-là. On va alors pouvoir le communiquer automatiquement par mail, sans rien faire, l'éditer sur un document PDF et même l'afficher sur notre site web. Je modifie mon logiciel, alors ça modifie mon site web et mon catalogue. Là aussi, on est vraiment dans le gain de temps. On a voilà, un autre indicateur. Alors, pareil, là, c'est le 4 et le 8, c'est l'analyse des besoins, le positionnement à l'entrée. Et ben, dans notre outil, on a ce qu'on appelle, on a évoqué le mot CRM tout à l'heure, donc c'est analyser. J'ai mis une tâche, un rendez-vous avec William en l'occurrence ici. C'est un rendez-vous de type analyse des besoins du participant. Voilà, j'ai ma piste d'audit, c'est ça. C'est dire, bah voilà, j'ai fait une tâche avec William, voilà son analyse, voilà ce que j'ai décrit, voilà pourquoi il est rentré. Et pour le positionnement à l'entrée, c'est pareil, on peut le faire sous forme de tâche, un rendez-vous, ou alors sous forme de questionnaire. Là aussi, l'outil facilitant, et il devient la piste d'audit. C'est ça, c'est permettre de stocker les preuves, en fait. Hein. C'est ça qui va être important. C'est ça. L'indicateur 30-31, là aussi, c'est sur le recueil des appréciations, aussi sur la coordination des acteurs. Et bien là, on va y répondre avec un module questionnaire, avec différentes évaluations qu'on va envoyer à certains moments de la formation. À chaud, à froid, les questionnaires aux formateurs, à l'entreprise. Et là aussi, la piste d'audit, ça reste votre outil. L'indicateur 9 aussi, hein, qui est sur la diffusion, comment communiquer avec les participants. Un outil standard aujourd'hui. J'inscris 12 personnes, je vais envoyer la convocation à 12 personnes. Ça va me prendre 3 clics, moins d'1 minute, pour pouvoir générer, envoyer un mail fusionné, personnalisé. Ça va parler de trame et ensuite d'agir. Là, c'est l'outil qui agit pour vous. Je vais un peu vite parce qu'il y a des questions. Oui, j'ai vu, moi aussi, j'ai hâte. Je pense que les gens sont plus là pour les questions que pour...
Et l'indicateur 27 aussi sur les sous-traitants. Voilà, on a une fiche complète d'informateur avec un suivi complet, des onglets, tous les documents, tout son planning. Là aussi, on pourra un petit peu le suivre dans l'outil. Et puis ensuite, je dirais un petit résumé des synthèses de l'offre globale sur la slide d'après. Oui. Voilà, où on va fournir un aspect logiciel et de l'accompagnement, ce qu'a par exemple réalisé Sarah avec Anne-Sophie voilà, sur la partie Calliope. Soit en individuel, comme on l'a fait pour Anne-Sophie, soit effectivement dans le cadre de la mise en place du logiciel. De toute manière, nos consultants sont briefés Calliope et quand ils installent le logiciel, ils l'installent forcément en pensant aux indicateurs Calliope. C'est le b.a.-ba. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Il y en a. Comment un audit peut-il se faire à distance? Alors, c'est de Teresa A. Comment un audit peut-il se faire à distance si le premier a été fait en présentiel? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, on l'a vu tout à l'heure, effectivement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Anne-Sophie, sauf erreur de ma part. Donc voilà. Après, comment, on va dire, les outils, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être du Zoom, ça peut être plein d'outils différents du marché, avec du partage d'écran, éventuellement du transfert de documents par les outils de partage classiques. On envoie rarement les documents en amont, de toute manière, pour les audits à distance, puisque ce qui est important, c'est le jour J, puisque c'est encore une fois l'auditeur qui va sélectionner les dossiers. On ne lui envoie pas avant une petite sélection de ce qu'on préfère pour l'envoyer en amont. Donc voilà, c'est ça. Quelque chose que m'avait dit justement mon auditeur et que j'ai trouvé plutôt rassurant, c'est que voilà, l'audit a lieu entre telle heure et telle heure. Il ne la prépare pas en amont, il n'a pas les documents en amont et à la fin de l'audit, il donne ses recommandations. Donc, on sait si on a des non-conformités, s'il en a observé ou pas. Donc, il ne part pas en traître, c'est ça que tu dis. Non, voilà, c'est ça, c'est qu'on le sait. Il n'ira pas chercher, gratter, il n'ira pas fouiller sur le site internet, il n'ira pas... voilà, l'audit est vraiment cadré sur un volume horaire. On a aussi une question de Marine B qui évoque justement le fait qu'elle se fait, par exemple, alors j'ai l'impression, accompagnée pour préparer Calliope. Est-ce que le consultant externe peut-elle participer à l'audit à ce moment-là? En le précisant au certificateur, puisqu'il peut y avoir des auditeurs plus ou moins frileux de cette situation-là, pour pas que ce soit le consultant externe qui soit audité. C'est pas l'objectif. Donc, moi, j'avoue que j'ai déjà accompagné un de mes clients en audit. Il avait ressentait ce besoin-là. On a prévenu l'auditeur avant. Et par contre, évidemment, je n'intervenais qu'en béquille, voilà, juste pour donner rappeler 2-3 choses qu'on a mis en place et que la cliente avait peut-être oublié à des moments, mais c'était surtout pas moi qui étais auditée à ce moment-là. C'est important. On a aussi une question de Bérangère M, alors là, qui évoque pourquoi dire que les statistiques doivent être sur le site web? Alors, c'est une proposition, effectivement, on a parlé du site web par raccourci. Bien sûr, il faut communiquer les statistiques. Donc après, effectivement, si dans vos pages programmes, vous avez mis vos statistiques, c'est très bien. Même si c'est du papier, etc. Le site web en soi, c'est important de le redire. Merci pour la question, parce qu'on a peut-être été un peu confus sur ce sujet-là. C'est important de communiquer les statistiques par tout moyen, en fait, que vous avez à disposition. Alors ensuite, on a des personnes qui veulent racheter les tableaux d'Anne-Sophie. Avec plaisir, on se capte après hors ligne. Non, c'est pas du bise. Ouais, on va le remontrer. Après, vous aurez accès au replay, mais attention, retour en arrière violent. Voilà. Non, c'est ça. Moi, j'ai fonctionné pareil aussi avec tous les indicateurs et surtout, je mettais dans la partie en jaune qu'est-ce qu'on attend dans l'indicateur. Donc, dans mon tableau Excel, j'avais vraiment qu'est-ce qu'on attend ici, comment je peux le prouver. Et après, j'avais. Alors, c'est pas exactement les mêmes choses, mais. Bon, oui, là, c'est un exemple. Parce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple que j'ai reconstruit pour la préparation. Mais ouais, c'est ça. Quelle preuve? Pourquoi? Ah, t'as piqué mon idée, en fait. Je trouvais que je l'avais eu aussi pour tout te dire, mais je trouvais que nos deux idées marchaient bien. Non, c'est vraiment un outil hyper rassurant. Et surtout pour préparer les audits et l'amélioration continue, ça permet de voir comment on peut s'améliorer et de rajouter dans les liens vers les documents. Moi, celui-là, je m'en passe pas. Mais je pense qu'il est utile, effectivement. Allez, je retourne à question. C'est bien. On a une question de Leila B. Et pour les actions faites en tant que sous-traitant, alors il y a plusieurs significations. Voilà, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, je lis 2 choses ici. Le centre de formation s'engage à la qualité de la prestation de ses sous-traitants. Donc, en fait, à partir du moment où c'est le centre de formation qui est certifié, l'auditeur va regarder les prestations, qu'elles soient faites
par des formateurs internes ou par des sous-traitants. Et donc, ça doit être fait de la même qualité. On ne peut pas partir du principe que je travaille moins bien si c'est des sous-traitants, mais c'est pas grave, c'est des sous-traitants. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment important. En tant que sous-traitant, par contre, je réponds aussi à la question que je peux comprendre dans le deuxième sens, que je peux comprendre aussi. En tant que sous-traitante, je ne suis pas obligée d'être Calliope, c'est l'avantage de la sous-traitance, justement, mais je vais devoir prouver au centre de formation qui m'embauche, entre guillemets, avec lequel je contractualise, que mes prestations sont correctes, que mes supports sont corrects, que mes formations sont de qualité, etc., et qu'elles répondent aux attendus. Si le centre de formation demande à ce qu'il y ait des questionnaires qui soient passés pendant la formation, il va falloir passer ces questionnaires pendant la formation. S'il me demande d'évaluer d'une telle manière, ça va dépendre de la relation que j'ai avec le sous-traitant, à ce que je me suis engagée à faire, de manière à ce que lui puisse passer son audit Calliope sans être retoqué sur la manière que j'ai moi de travailler. Voilà. Alors, moi qui fais appel à 100% à de la sous-traitance, j'ai pas de formateur en interne. C'était un des points sur lesquels je stressais le plus pour mon audit de renouvellement et puis pour mon audit de suivi surtout. Ce que j'ai mis en place, c'est dans mes contrats de travail, j'ai précisé effectivement tout ce que j'attendais du formateur et je lui fais signer une charte indiquant qu'il s'engage à respecter les critères Calliope de formation, etc. Ça répond à une question de Laurence V qui disait les formateurs indépendants sont souvent en sous-traitant, donc PAF de financement CPF, OPCO, etc. En tant qu'OF qui utilise ces prestataires extérieurs, on doit vérifier cette certification. Est-ce obligatoire que celui-ci soit Calliope pour travailler avec vous? Donc là, on dit non. On dit non, ouais, tout à fait. Le sous-traitant, on est à date. Voilà. Faites de la veille réglementaire pour vérifier que ça n'évolue pas, mais en tout cas, à date, effectivement, ce n'est pas une obligation du sous-traitant, puisque c'est avec vous que le client se contractualise. Donc l'engagement, il est fait par vous, etc. Pardon, Anne-Sophie, je crois que je t'ai coupé. Oui, mais c'est pas grave, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est la sous-traitance. Si vous êtes sous-traitant, surtout vous embêtez pas avec ça. Quand on est à 100% de sous-traitance, bien sûr. Si il y a des cas où il faut qu'on puisse contractualiser en direct avec le client, là, ça vaut le coup de là, oui. Alors, j'ai une question d'Émilie. Du coup, faut-il avoir dans l'organisation une personne en support qui ne fait que la partie organisation et gestion de la formation, ou peut-on décentraliser au niveau des formateurs? Là, pour moi, les rôles, c'est à vous de voir qui a la plus grande sensibilité en termes de qualité d'organisation. Dans certaines organisations que j'ai pu voir, la qualité était avec une personne dédiée qui était chargée de ça et qui pilotait finalement l'activité de ses collègues. Ça peut être une personne au sein de l'organisation, au sein de l'équipe pure ou une équipe, c'est-à-dire ça peut être plusieurs personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, avec chacun son rôle. Parfois, les formateurs ont des rôles effectivement de responsable qualité ou de. Alors, on n'a pas besoin, c'est pas une obligation responsable qualité, c'est un terme que je prends de manière générale, où ça peut être effectivement. Mais par contre, ce qui est important, c'est que le jour de l'audit, les personnes qui vont montrer les indicateurs doivent savoir où sont les preuves, comme on le disait tout à l'heure, et montrer que c'est bien fait. Donc après, en fait, qui dans l'organisation vous voulez mettre en avant ou qui s'en occupe, ça c'est votre organisation. Dans certains cas, c'est carrément externalisé. J'ai accompagné des clients pour lesquels effectivement la qualité était organisée par moi et j'étais effectivement extérieur sur ces sujets-là. J'ai une question là de Céline F. Je fais uniquement de la formation continue sur des formations de 1 à 5 jours en perfectionnement. Au niveau du suivi de la part des formateurs, le formateur doit-il faire un retour individuel sur chaque apprenant ou doit-il faire un retour global sur le groupe? Alors, il y a plusieurs réponses dans la question. Il faut qu'il y ait une évaluation qui soit faite. Donc, effectivement, qu'elle soit faite par le formateur, qu'il y ait une auto-évaluation, etc. Il est important, en tout cas, qu'on ait une information sur l'atteinte des résultats par les participants. Et pour chacun des participants, puisqu'on peut très bien avoir une personne qui est en difficulté et une personne qui est super forte. Donc, ça, c'est une première chose. Est-ce qu'on a besoin, après, que ce soit le formateur en lui-même qui fasse ce retour-là? Pas forcément. Ça peut être des exercices qui sont faits sur une plateforme d'e-learning, par exemple, ou une plateforme. Ou un questionnaire simple qui permet de juger son niveau de 1 à 5. C'est des compétences, en tout cas. On évalue les compétences et ces compétences-là ne sont pas forcément évaluées par le formateur. Après, est-ce qu'il faut qu'on ait un retour par le formateur global? Oui, il faut avoir un retour par le formateur. Ça fait partie des informations de l'indicateur TROPS. Donc, l'idée, serait d'avoir un retour global de la part du formateur sur la formation et d'utiliser des questionnaires pour l'évaluation, je dirais, de leur... ou pas. Là, l'évaluation, le centre de formation va regarder effectivement quelle est la meilleure méthode dans son contexte pour faire l'évaluation. Ça peut être tout à fait une évaluation par le formateur. Tu as raison.
C'est un des éléments que m'a demandé mon auditeur, justement. Hein, quel retour j'avais des formateurs à l'issue de chaque formation, comment je m'assurais de tout ça. Et c'est vrai que il faut tracer. Et je faisais beaucoup de retours informels. Donc, à l'issue de la formation, j'étais présente, donc j'échangeais avec l'animateur. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout suffisant. Donc, il fallait ou que je trace en utilisant une CRM avec un compte-rendu post-formation de l'échange que j'avais eu avec l'animateur, ou j'ai pris le parti de lui faire remplir un questionnaire à la fin de la formation. Comme ça me fait une trace aussi. Ça n'a pas besoin d'être long et compliqué, il faut juste que ça existe. Je suis d'accord, oui, tout à fait. Alors, j'ai une question aussi de Céline D qui nous demande est-ce que l'absence de responsable qualité dans l'OF peut être une non-conformité? C'est un peu ce que je disais juste avant. Non, là, ça peut être très bien une organisation collégiale de toute l'équipe. On n'est pas obligé de nommer un responsable qualité. Par contre, c'est important de gérer Calliope. Ce qu'on va regarder, c'est si les indicateurs sont respectés. Et comme je le montrais justement dans le fameux tableau qu'on a donc baptisé le tableau d'Anne-Sophie, il y avait plusieurs interlocuteurs. Donc, l'idée, c'est vraiment que chaque indicateur soit respecté, peu importe la personne qui va porter l'indicateur en question. J'ai une autre question de Lydie M. Les formateurs sont des salariés de l'entreprise. Un contrat doit-il être signé ou doit-on faire un avenant? Donc, je suis salarié et je vais dispenser une formation pour le centre de formation. Est-ce que je dois avoir un avenant, un contrat? Alors, deux choses là-dessus. L'auditeur Calliope n'est pas un auditeur de l'adresse. Hein, donc, il ne va pas être en capacité de vérifier si vous avez des contrats conformes, etc. Ce n'est pas l'objet. Ce qu'ils vont vérifier, c'est s'il y a bien un contrat. Donc, par exemple, William devient très, très fort en formation. Je veux le recruter dans mon équipe de formateurs. Il a un contrat puisqu'il est salarié de l'entreprise. Je veux qu'il fasse de la formation pour moi. Après, est-ce qu'il faut faire un avenant puisque ses missions changent, etc. Ça, c'est votre RH qui va pouvoir voir ça hein, en fonction de tout ça pour que par rapport à l'adresse, tout soit conforme. Mais il n'y a pas besoin de lui faire un contrat de sous-traitance. Hein. C'est pas l'objet. Donc là, par contre, est-ce que j'ai envie de le sensibiliser aux pratiques Calliope? Oui, je vais faire une sensibilisation, je vais lui expliquer ce que c'est Calliope, je vais vérifier que ses pratiques de formateur sont conformes, je vais lui faire des fonds de salle pour m'assurer qu'il a bien les compétences de formateur. Mais on n'est pas sur des notions de contrat en interne, ça, j'ai pas... voilà, j'ai pas ça. Alors, on a encore des questions sur le logo, je crois. Oui, on a dépassé le temps, mais comme vous avez plein de questions, en fait, on a envie de... On pourrait faire un webinaire sur les questions. Beaucoup de... Alors, là aussi, c'est Marie-Annick, elle, qui nous pose une question. Là aussi, il ne faut pas parler trop fort pour que l'adresse nous entende. Mais beaucoup d'organismes de formation louent leur Calliope à des organismes de formation non calliopisés. Est-ce légal? Alors, l'organisme de formation va être finalement ce que j'ai dit tout à l'heure, le donneur d'ordre. Et l'organisme de formation va être sous-traitant. Donc, en fait, quelque part, hein, si c'est dans une logique stratégique, etc., et que, enfin, normale, entre guillemets, et qu'on n'a pas, et que le centre de formation sous-traitant signe le contrat, à partir du moment où il y a un contrat, comme disait Anne-Sophie, il proposait une charte du formateur, etc., la notion de location, finalement, c'est le contrat de sous-traitance. Donc voilà, après ce qu'on peut voir fleurir un petit peu, ce que j'ai pu voir moi aussi sur certains forums, etc., c'est des centres de formation qui vont effectivement louer, j'ai entendu ce terme louer, ou etc., qui proposent à des prix incroyables des locations de Calliope. Je peux pas savoir, je sais pas moi si c'est légal parce que je suis pas juriste, hein, donc je me pencherai pas sur cette, oh là, je vais y arriver. Je ne me positionnerai pas savoir si c'est légal ou pas, parce que je n'en ai pas les compétences. Par contre, à vous, en tant que sous-traitant, de faire attention et de regarder si effectivement, par rapport aux concurrents ou qu'il peut y avoir, vous êtes sur une logique un peu win-win, hein, on est gagnant-gagnant. Vous ne devez pas vous faire exploiter. Voilà. L'idée aussi, c'est que Calliope valorise votre entreprise. Donc, ça peut être pratique peut-être au début pour certains qui sont dans... Mais voilà, c'est vrai qu'on conseillera toujours de allez-y vous-même. Si vous êtes centre de formation, les indicateurs restent quand même ont une certaine logique et dans l'absolu, il n'y a rien d'insurmontable. Non, effectivement. Mais il faut se mettre dedans et prendre du temps, c'est sûr. Ce qui est un luxe.
Il y a aussi beaucoup de questions sur la logique Calliope et sur les logos, parce que j'ai vu que visiblement, j'étais pas la seule à être sensible à ça. J'ai vu plusieurs questions. Sachez que vous retrouvez sur Internet très facilement la charte d'usage de Calliope. J'ai pas inventé ce que je vous ai dit comme ça, etc. Quand vous êtes certifié sur le site de votre certificateur, souvent, il vous communique la charte. Et si tout simplement vous tapez charte d'usage sur Google de Calliope, vous retrouvez les règles précises avec exactement la police de caractère. On ne peut pas juste écrire, effectivement, certificat Calliope pour les bilans de compétences. Quand on le fait, il faut bien respecter la charte graphique, donc mettre le logo qui a un certain format. On ne peut pas le coloriser, on ne peut pas l'étirer en diagonale, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Pareil, par rapport à la proximité avec votre propre logo, il y a des règles de gestion, etc. C'est très précis, c'est quasiment technique pour le coup. Il y a un nombre de centimètres à respecter ou millimètres à respecter. Regardez cette charte qui va vous donner toutes les informations. Et effectivement, de faire en sorte que ce soit lisible, que la mention soit lisible. Si la personne n'est pas capable de lire action de formation ou bilan de compétences, ça veut dire qu'il faut le retravailler, ce logo-là. Moi, j'ai pris le parti, pour ma part, d'utiliser le logo Calliope le moins possible pour éviter d'avoir des non-conformités là-dessus. Donc, j'utilise dans mes mails, dans mes signatures de mail, sur mon catalogue, sur mon site internet, sur la page de garde, sur la page de garde, mais je l'utilise pas plus que ça. Donc voilà. Après sur les, qu'est-ce qu'on a comme question? Ça on l'a vu. Alors si sur la fin on avait, je crois, quelqu'un qui nous disait voilà que la charte d'usage Calliope est incompréhensible. Je vais vous mettre un lien là dans le chat où on a mis sur chaque indicateur, on a expliqué nous comment on le retranscrivait dans notre outil, donc avec un langage commun, je dirais, en quelque sorte, qui permet un petit peu de vulgariser certains indicateurs. Je vous le mettrai dans le chat pour vous le montrer. J'ai aussi la question, l'agrément Calliope est-il suspendu pendant l'audit de surveillance? Non. Vous êtes toujours Calliope pendant l'audit de surveillance. Il n'y a pas de raté de ce côté-là. Par contre, vous avez des non-conformités, vous ne les corrigez pas. Là, à ce moment-là, il pourra y avoir une suspension tant que ce qu'on vous a demandé n'est pas corrigé dans les délais qui ont été impartis. Mais bien évidemment, vous êtes toujours Calliope pendant l'audit de surveillance. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose sur lequel m'a alerté l'auditeur lors de mon audit de surveillance, c'est pour l'audit de renouvellement. C'est-à-dire qu'on est audité, on a la certification Calliope jusqu'à un instant T. Si l'audit de renouvellement a lieu après, on n'est pas Calliope pendant ce temps-là. C'est vrai. Donc, l'audit de renouvellement est vraiment à anticiper longtemps à l'avance. Il y a une autre question aussi qui est intéressante. Peut-on avoir le même auditeur qu'à l'audit initial? J'ai vu plusieurs questions passer un peu sur ce sujet-là. En principe, l'auditeur et ça dépend un peu de l'organisation, puisque vous êtes, comme on le disait tout à l'heure, il y a 118 000 ou quelques centres de formation actuellement en France. On a vu qu'il y avait 40 000, je globalise, 40 000 centres de formation qui étaient déjà Calliope, avec éventuellement du turnover chez les auditeurs, etc. Donc, moi, par exemple, j'ai fait l'audit de surveillance des audits initiaux que j'avais fait. Maintenant, on ne peut pas garantir donc à ce niveau-là. Et si vous avez, est-ce que j'ai vu passer la question à un moment donné, si vous avez eu un problème vraiment avec l'auditeur de l'audit initial, j'ai vu passer la question, parlez-en à votre certificateur. S'il y a des comportements inadaptés, il faut le remonter. On ne laisse pas passer ce genre de choses. Moi, j'ai eu deux auditeurs différents. Voilà, c'est possible. Ouais, tout à fait. On a Marie-Ève qui nous pose une question sur, je dirais, le thème de la journée. Est-il donc problématique de mettre le logo Calliope en pied de page sur les questionnaires de satisfaction? Attends, je retourne sur la page là-dessus parce que visiblement ça ramène plein de questions, qu'on se rappelle ce qu'on a dit. Hop là. Donc, on a dit que ça pouvait être marqué sur les documents imprimés, sur les documents de présentation, sur le site web. Moi, là, comme ça, je ne vois pas d'inconvénient, a priori. Je ne vois pas d'inconvénient sur les questionnaires. Par contre, on parle de publicité, de plaquettes, etc., de certificats de réalisation, etc., pour lequel il ne faut pas le mettre. Mais je suis assez preneuse de la méthode d'Anne-Sophie, de le mettre le moins possible. On m'a demandé aussi est-ce que je le mets sur une facture. Bah non, on s'en fout. Pardon, on s'en moque. Sur une facture, ça n'a pas d'intérêt. Évitez de vous prendre des non-conformités pour des choses où on n'est pas sûr. En fait, effectivement, ce que disait tout à l'heure quelqu'un dans le chat, c'est pas forcément lisible.
en toute transparence, je suis assez d'accord avec ça, même si la charte nous donne des indications vraiment sur le métrique, etc., où là, je trouve que c'est intéressant de s'y référer. Là, pour le coup, le moins est le mieux, puisque effectivement, la personne qui vous a acheté vous a déjà pris dans le cadre de Calliope, elle l'a vu sur votre site web, elle l'a vu sur votre catalogue. Le mettre de partout, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, moi, maintenant, je le mets le moins possible. Je l'ai enlevé de tous mes documents administratifs. Voilà, il est que sur mes documents de communication. Faut-il montrer une amélioration continue pour chaque indicateur de Corinne? Pas forcément. Pas forcément. L'auditeur ne va pas vérifier pour chaque indicateur s'il y a eu de l'amélioration. Ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a une amélioration continue du centre de formation. Donc, vous pouvez très bien avoir travaillé à fond une partie, donc l'avoir mis dans votre tableau d'amélioration continue, mais avoir été déjà très bon sur une autre partie, et donc ne pas avoir besoin de faire de l'amélioration continue. Donc, il ne faut pas forcément se bloquer là-dessus. Il faut en garder pour plus tard. En plus. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des différents retours que vous allez faire, des différents webinaires que vous allez faire, il y a des choses sur lesquelles vous allez mettre en place quelque chose de très rapidement. Par exemple, de notre côté, nous, on est centre de formation aussi, bien évidemment. J'ai suivi une formation sur le handicap. Là, pour le coup, à la suite de la formation, je m'étais fait une to-do list et d'un coup, j'ai tout modifié sur ces aspects-là. Et j'ai fait plein de modifications. Et effectivement, là, ça a eu un impact sur mon tableau d'amélioration continue. Par contre, ces indicateurs-là, maintenant, entre guillemets, je ne peux pas dire que je suis au taquet, mais en tout cas, quand je regarde des webinaires maintenant, etc., je ne trouve pas dans mon contexte des choses intéressantes. Donc, effectivement, cet indicateur-là, entre guillemets, je l'ai mis un peu de côté, même si je continue à le gérer au quotidien. Hein, mais je ne fais plus d'amélioration continue sur ce sujet. Ce n'est pas grave. Encore un tableau Excel que j'ai dans mes favoris, qui est quasiment ouvert en permanence. Et dès que je vois quelque chose, je le mets dedans. Peu importe si je mets derrière que j'ai rien fait, mais je trace que j'ai fait de la veille, j'ai constaté des choses. Voilà, j'ai 2 tableaux de veille et tableau d'amélioration continue qui sont ouverts en permanence en fait. On a aussi Caroline B donc, qui écrit en majuscule, donc c'est ça, donc c'est que ça doit être important. Je pense que c'est une faute de frappe. Concernant le critère lié au handicap, est-il obligatoire d'avoir un référent? Alors, ça dépend de votre configuration. Si vous êtes un centre de formation continue, un peu comme nous, on ne fait pas de formation certifiante, on ne fait pas de formation à l'apprentissage. Non. Par contre, c'est pas parce qu'on n'a pas un référent nommé qu'il ne faut pas qu'on fasse cette veille sur le handicap, qu'il ne faut pas qu'on vérifie en fait tout ce qu'il faut faire. Donc, dans l'absolu, c'est pas une personne forcément nommée. Par contre, il faut quand même tout faire. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir à minima une personne dédiée. Pour les centres de formation en apprentissage, c'est un petit peu différent puisque là, la personne doit vraiment être nommée pour que les personnes puissent venir les consulter et donc et pouvoir se mettre en relation et discuter des problématiques, discuter de l'adaptation, bien évidemment, de la formation, de la certification, etc. Donc là, on est sur une personne nominative. Oui, tout à fait. On a Maya A qui nous dit oui, le référent handicap est nécessaire pour les CFA. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. On est d'accord. Ouais, tout à fait. Mais je suis d'accord avec Maya, effectivement, pour moi, c'est important d'en avoir un, même pour un centre de formation classique, mais ça peut être réparti. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut des gens formés, en fait. Ils sont attentifs. Les auditeurs sont attentifs quand même à la veille qu'on fait sur le handicap. Pareil, je fais un centre de formation, j'ai que des actions courtes et j'ai dans mes publics aucune personne qui s'est déclarée en situation de handicap, j'en ai jamais eu encore. Mais pour autant, il faut que je puisse montrer que je suis sensible sur le sujet et que je peux répondre aux demandes. On a du coup Arnaud V qui nous évoque une petite astuce. Il existe des réseaux de référents handicap avec la CARIFOREF. Effectivement, c'est important de savoir quelles sont les personnes que vous pouvez contacter. Ouais, c'est une très bonne idée. Effectivement, l'idée, c'est quand même de savoir qui contacter. Et la GFIP, bien sûr, vous en avez plein. Moi, j'avais fait aussi une liste des référents par type de handicap. Ouais, par type de handicap, c'est aussi intéressant parce que dans la réflexion dont parlait Anne-Sophie, il y a aussi effectivement de se dire si j'ai une personne malentendante ou sourde, qu'est-ce que je peux proposer, réfléchir à ça et se dire si je rencontre ce problème-là, ce handicap-là, quelles sont les ressources que je peux avoir, vers qui je peux me tourner. Donc la GFIP est un très bon exemple, mais il y a aussi des ressources par type de handicap, ça peut être intéressant aussi de se câbler un peu comme ça, de se poser des questions comme ça. Ok. Alors, on a déjà bien dépassé, donc est-ce qu'il en reste encore? Ouais, c'est une bonne idée, très bonne idée d'Arnaud, effectivement, l'annuaire de contact par typologie en Normandie, c'est exactement ça, c'est ce que je proposais. Cette fois, moi, je serais preneuse en Auvergne.
On a aussi Bérangère RM qui nous dit qu'elle a en effet mis un tableau Excel de suivi, etc. pour lors de l'audit initial qu'il a bien fait. C'est ça. Donc, vous avez tous des super bonnes idées, en fait. C'est vraiment d'aller en avant, de mettre en avant vos bonnes pratiques et de travailler sur les pratiques sur lesquelles vous trouvez des bonnes idées ailleurs. Communiquer entre vous, quitte à faire des réseaux, de participer à des réseaux de centres de formation pour discuter, pour confronter vos idées, etc. Vous avez déjà en interne tous des très bonnes idées. Donc, c'est du partage. On va peut-être pouvoir dire qu'on a répondu. Oui, je pense qu'on va arrêter là. En tout cas, on tenait à tous vous remercier d'avoir participé aujourd'hui à ce webinaire. On espère avoir répondu, je dirais, à l'ensemble de vos questions. On remercie tout particulièrement Anne-Sophie aujourd'hui, qui nous a accompagnés et qui est restée jusqu'à la fin, qui s'est pris au jeu en tout cas. Donc, merci beaucoup et merci surtout à Sarah aussi pour ton expertise et tous tes retours. Merci à vous. Et merci à tous pour vos retours. Ça a été très riche. Merci. Oui, merci pour l'interaction. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.